apporte dans un cœur? Il faut de la fidélité avec les partenaires. C'est ça qui apporte la croissance. La fidélité. Il faut de la douceur dans ces méthodes. Et il faut de la maîtrise de soi pour éviter de prendre la caisse pour aller faire les funérailles au village. Alors que c'est la caisse de l'entreprise et on a besoin de savoir payer le salaire à la fin du mois. N'est-ce pas? Il faut un minimum de maîtrise de soi pour appliquer certains principes de gestion corrects. C'est ce que Galates 5, verset 22 nous dit. Que Jésus donne dans un cœur restauré. Convenez avec moi que ceux qui ne passent pas par la croix ne sauraient entreprendre efficacement et pouvoir atteindre le but. Qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour les bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Ça veut dire que la restauration que Jésus apporte vient avec la promesse que Dieu fait de réussir dans ce qu'on va entreprendre. Et lorsque on n'est pas en Christ, on ne saurait bénéficier du succès prévu d'avance. Parce que, souvenez-vous, nous avons été programmés pour entreprendre, programmés pour réussir. Mais la voie de la restauration est celle-là. Et pour tous ceux qui voudraient emprunter une autre voie, souvenez-vous que c'est un nom légal le monde entier, si personne. Le succès entrepreneurial commence d'abord par un succès individuel. Et c'est d'un cœur bon, d'un cœur honnête, que peuvent démarrer toute entreprise bonne, honnête et durable. Le contraire ne saurait exister. Le savoir ne suffit pas, il faut prendre un engagement. Suivre Christ ou ne pas le suivre. Parce que le savoir ce qu'il a fait, c'est une bonne chose. Mais les bénéfices de son œuvre ne peuvent s'accomplir dans notre vie que lorsque l'engagement est pris. Elle est à sa suite. Autrement, nous ne pourrons pas le faire. Donc, pensez-y. Peut-être que jusqu'à présent, vous avez toujours cru que c'était d'une certaine façon qu'il fallait fonctionner. Aujourd'hui, une alternative vous est proposée. Réfléchissez-y. Voilà. Ayant dit ceci, nous allons, après avoir posé ce fondement, n'est-ce pas, nous allons pouvoir analyser ensemble ce que j'ai appelé les 8 principes directeurs de l'entrepreneur durablement prospère. Notre voyage tire à sa fin, mais nous sommes encore bien installés. Le premier principe, c'est le principe de la bonne focalisation. Le principe de la bonne focalisation. J'étais en train de dire tout à l'heure que appliquer toutes les méthodes, les bonnes méthodes de management ne saurait produire le résultat si on se dirige dans la mauvaise direction. Tout à l'heure, j'ai dit quelque chose de très grave. Personne ne s'est offusqué. Je vous en remercie. J'ai dit que le but de l'entrepreneur était de glorifier Dieu. Maintenant, est-ce que tout le monde mimie, tout le monde sort? Mais visiblement, vous êtes très patient. Merci. Mais j'attendais également une question. Je ne sais pas. Et que faire donc du bénéfice? Est-ce qu'il ne faut pas faire des bénéfices? Bon, moi, je vous pose la question. Puisque personne n'a posé la question. Il faut créer pour glorifier Dieu. On est d'accord? Parce qu'il ne dit rien comme ça. Alors, qu'en est-il du bénéfice? Puis du bénéfice. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le fait de créer pour glorifier Dieu est contradictoire avec le fait de générer des bénéfices? Sans bénéfice, il n'y a pas de multiplication. Sans bénéfice, il n'y a pas de multiplication. Bien parlé. Un bénéfice, c'est réalité. Sans bénéfice, il n'y a pas de multiplication. N'est-ce pas? Ok. Ce principe, j'énonce le principe. Je vais
chaque fois annoncer le principe et énoncer la règle qui va avec, et avant d'expliquer. Voici la règle. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Le principe de la bonne focalisation. Lorsque je veux créer mon entreprise, est-ce que je veux chercher premièrement la gloire de Dieu, les intérêts de Dieu? Si la réponse est non, je ne vais pas réussir. Quoi qu'il arrive, quelles que soient les impressions que j'ai déjà échoué. Mais à partir du moment où ma préoccupation, c'est de rechercher la gloire de Dieu, j'ai posé le fondement de la réussite. J'ai posé la première pierre de la réussite. Et désormais, toutes ces choses, manger et boire, me seront données par-dessus. Voici le schéma qui accompagne ce principe. Vous vous souvenez des 2 commandements? Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, toute ta pensée, toute ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout commence par glorifier Dieu. La bonne focalisation, c'est entreprendre pour glorifier Dieu. Pour qu'au travers de mon activité, la nature et le caractère de Dieu soient révélés à l'humanité. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Servir les hommes. Servir sincèrement les hommes. Ce sont les 2 piliers. Maintenant, le système que je mets en place, doit être rentable. Afin de pouvoir soutenir, n'est-ce pas, cet équilibre-là, entre le fait de servir Dieu et de glorifier Dieu et de servir les hommes. Ça passe par avoir un produit de qualité et un produit disponible. Ça, c'est un moyen. Ici, à l'horizontale, c'est un moyen. Le but est vertical. Et le nœud, c'est la rentabilité. On se comprend? Le nœud, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que ce qui lie les deux, ce qui lie tout ensemble, c'est la rentabilité. Il faut pouvoir développer quelque chose de rentable qui va premièrement faire la gloire de Dieu, deuxièmement servir les hommes, et ça passe par la qualité du produit et sa disponibilité. Lorsque ce principe n'est pas posé, nous avons échoué. Vous vous souvenez, on ne peut servir deux maîtres à la fois. Le problème dans le cœur des entrepreneurs, c'est l'argent. L'argent. Et lorsque vous mettez l'argent comme priorité de ce que vous faites, vous avez déjà échoué. Parce que toutes les valeurs que vous allez développer seront des valeurs erronées. Vous allez toujours essayer d'utiliser les gens. Vous allez toujours essayer de... Vous serez toujours tenté, n'est-ce pas? Parce que le problème avec l'argent, c'est que l'argent est un maître tellement fort. Lorsqu'on ne l'a pas, on fait tout pour l'avoir. Et lorsqu'on l'a, on fait tout pour le garder. C'est ça le problème avec l'argent. L'argent a servi tout le monde, riche comme pauvre. Il y en a qui pensent que non, c'est parce qu'ils sont pauvres et tout. Les riches sont les plus cupides. Et tout ça parle de quoi? Du sentiment d'insécurité. On pense que l'argent nous rend sécure, ce qui est faux. L'argent ne nous rend pas sécure. La vraie sécurité, elle est en Dieu. L'argent ne nous rend pas sécure. Mais lorsqu'on veut lancer une entreprise et que notre première idée, c'est combien d'argent je vais me faire. C'est vrai qu'il y a les factures à la fin du mois. Nous ne pouvons pas parler d'un monde fictif. Il y a les factures à la fin du mois. Mais le juste vivant par la foi. C'est très fondamental parce que et on va le voir par la suite, ce que c'est. Parce que quand on parle de foi, la foi est basée sur des certitudes. La foi, ce n'est pas de marcher sur les choses absurdes. Non.
l'absurdité est différente de la foi. La foi, c'est une certitude. Je prends l'exemple. Quand je me lève pour prendre un avion, c'est parce que j'ai la foi que cette affaire est capable de voler et d'aller là où je veux aller. La certitude que j'ai, c'est quoi? Les études ont été faites. La physique prouve que un tel poids, avec des turbines comme ça peut être supérieur dans les airs. C'est clair. Lorsqu'on fabrique, on teste, on dit que c'est fiable avant qu'on commence à faire entrer les gens à l'intérieur. Et chacun d'entre nous, nous mettons notre foi dans ça, sur la base des garanties que nous avons reçues. On se comprend. La même chose quand tu prends un taxi, tu as la foi qui va t'amener chez toi. Mais parfois, il ne t'amène pas, non? T'engraisses aussi. C'est la même chose. La foi, lorsqu'on veut marcher avec Dieu dans les principes de Dieu, c'est parce que nous savons, la foi est basée sur la certitude que ce que Dieu dit est vrai. Parce qu'il est pas défaillant, n'est-ce pas? Le caractère fiable de Dieu, qui veille sur sa parole pour l'accomplir, garantit que tout ce que je fais, j'ai la certitude que ça va se passer comme ceci. Ne fait-il pas lever le soleil chaque matin? Il est fidèle. Donc, on ne peut servir de maître à la fois. Et si on ne comprend pas que l'argent est un mauvais maître et qu'on veut tout faire toujours par rapport à l'argent, on sera en train d'échouer. Donc, le premier principe que nous voulons donner ici, c'est le principe de la bonne focalisation. La bonne focalisation est fondée également, comme on disait, sur la parole de Dieu et ses promesses. Lorsque on veut glorifier Dieu, écoutez ce que Dieu dit. Il protégera ce que vous avez amassé dans vos greniers. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. C'est sur ça. Il fera prospérer tout ce que vous entreprendrez. Lui, il vous comblera de bien. Parce que c'est lui qui le fait. Il soutient toutes choses par sa parole. Et lorsqu'on veut vivre en dehors de cela, on joue les inquiétudes, on joue les solutions par soi-même, on joue toutes sortes de choses qu'on essaie de fabriquer avec les limites que nous constatons au quotidien. Premier principe, oser. Deuxième principe, le principe de l'identité. Et c'est là que tout devient très grave. Être avant de faire. C'est le postulat que c'est l'énoncé du principe. Le principe de l'identité. Être avant de faire. Lorsque vous lisez ce texte dans 1 Corinthiens, c'est 15, verset 10, le monsieur qui parle, il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Très important. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, nous n'entreprenons pas parce que nous avons été dénaturés dans notre identité. En tant qu'Africains, nous avons été colonisés, c'est notre histoire, on ne peut pas la renier. Et la colonisation a eu cette perversion d'oppresser et de suppresser notre identité. En sorte qu'aujourd'hui, nous ne nous aimons plus. Nous tous qui sommes là, pour la plupart peut-être, nous vivons à la manière occidentale. Nous avons rejeté tout ce qui est de notre environnement culturel, ce prétexte que c'est mauvais, c'est maudit, c'est perverti, c'est démoniaque, et je ne sais pas trop, comme si les démons n'habitaient qu'en Afrique. Et nous accueillons tout ce qui vient de l'extérieur comme du pain béni. C'est une grave erreur. Pour ceux qui ont lu la Bible mais qui ne l'ont pas toujours bien interprétée, ils ont pensé que une fois qu'on s'engageait à suivre Christ, on était plus camerounais, mais on devenait juif. C'est encore une profonde erreur. Donc, on a des personnes qui vont vous dire je suis de Jérusalem, c'est bien beau d'être de Jérusalem. Moi, je suis pas n'importe. Là, c'est pas n'importe. Je suis camerounais, je suis africain. Parce qu'il faut bien comprendre les choses. Il faut bien comprendre les choses. On ne peut pas entreprendre lorsqu'on rejette
qui on est. Et Dieu ne rejette personne dans notre identité. Parce que vous avez mis la Bible très bien, je vous conseille de la lire suffisamment bien. Vous verrez dans un livre qu'on appelle Apocalypse, quelque part au chapitre 7, au verset 9, devant le trône de Dieu, vous verrez un peuple de toute nation, de toute tribu, de toute langue. Dieu ne rejette personne. Dieu ne demande à personne de devenir français pour t'accepter. Dieu ne demande à personne de devenir américain, chinois, je ne sais pas pourquoi pour t'accepter. Soyez camerounais, soyez africains, parce que par la grâce de Dieu, vous êtes ce que vous êtes. Soyez fiers de l'identité que vous avez. Parce que c'est dans vos racines culturelles que vous puisez pour entreprendre. Votre innovation et votre créativité est intimement liée à vos origines. Mais lorsque vous méprisez vos origines, vous êtes en train de saper la fondation de votre créativité. Donc, ce qu'il faut faire, c'est quoi? Comme dans toute chose, examiner et retenir ce qui est bon. Ça veut dire que tout principe qui vient de mon village ou qui vient de Paris ou de New York ou de Shanghai, je l'examine et je retiens ce qui est bon. Aujourd'hui, le marché des mèches prospère parce que les Africaines ont arrêté de penser qu'elles pouvaient valoriser leurs cheveux naturels. Pourtant, voilà un créneau d'entrepreneuriat si on avait des personnes qui pouvaient nous fabriquer des produits d'entretien des cheveux naturels. Avec la ressource que nous avons ici. Si on avait des personnes qui pouvaient nous fabriquer des vêtements africains, on a pu tous habiller en Chine, à friperie, des habits des morts, parce qu'on n'est pas capable de fabriquer des choses qui nous conviennent. On se comprend. On se retrouve en train de consommer des trucs, des caleçons déjà usés à la friperie, 100 francs chaque jour. Quelle misère! Quelle misère! Parce qu'on passe chaque jour devant des arbres fruitiers, on n'a jamais réfléchi à ce qu'on peut faire avec ces fruits-là. Il faut qu'un blanc arrive pour vous dire ce que c'est, comment on appelle ça. Parce que vous voulez tout ça là en France. Jusqu'à mourir dans les mers et tout. Parce qu'on rejette qui on est. Ce n'est pas de la faute des autres. Hein. C'est vrai qu'ils ne nous ont pas aidés avec la colonisation. Mais pour nous aujourd'hui, il nous appartient d'entreprendre le voyage culturel, de nous réconcilier avec qui nous sommes. Qui vous a dit qu'il faut absolument construire une maison en parfum pour habiter à l'intérieur? On construit des maisons en parfum à l'Occident. Qui vous a dit qu'ici on a besoin de ça? Nos parents habitaient des maisons. Aujourd'hui, les toits tissés qu'on faisait là et tout, c'est un formidable boulevard pour les entreprises qui peuvent naître. Mais tout le monde aime le staff chez lui. On ne sait pas pourquoi. Qui vous a dit que c'est passé? Donc, en fait, le principe d'identité veut quoi? L'entrepreneur qui doit réussir, doit d'abord aimer qui il est. Il doit aimer qui il est. Il doit aimer son environnement. Parce qu'on ne peut pas proposer une solution pour un environnement qu'on veut fuir. Tout le monde veut migrer au Canada aujourd'hui, comme si c'était la panacée. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Les vieux blancs qui vous attendent, avec le mot sécurité, peut-être, ou bien je ne sais même pas, le froid, vous allez mourir là-bas, et chaque fois que je devais un bâton de manioc, restez là-bas, mangez les choses là-bas. Et si vous aimez le bâton de manioc, venez rester ici. Et industrialisez le bâton de manioc là. Le bâton de manioc n'est pas industrialisé. Voilà des idées d'affaires. Mais tout le monde veut aller au Canada, faire des photos, mettre sur Facebook, montrer qu'il est arrivé, il a échoué. Désolé. Donc, l'entrepreneur qui doit réussir doit commencer par aimer qui il est. Il doit commencer par valoriser qui il est. Il doit commencer par valoriser son héritage. Il doit d'abord être d'accord avec son genre. Parce que quand on parle d'identité, c'est une notion très vaste. Hein. On va seulement bosser. Parce que quand on parle d'identité, c'est une notion très vaste. Quelle identité de genre? Si tu es une femme, tu es une femme. Si tu es un homme, tu es un homme. La créativité féminine, la créativité masculine ne sont pas tout à fait les mêmes. Parce que la sensibilité est différente. Mais si tu es une femme et que tu veux devenir un homme, comme on voit certains cieux-là, tu dis que non, tu choisis ce que tu es comme cette là. Tu es en train de bafouer ton identité et tu es en train de saper tes capacités entrepreneuriales. Tu es en train de te créer même des problèmes inutiles.
Si tu es noir comme moi et que tu veux devenir plus clair, tu es en train de réduire même ton espérance de vie. Parce que le soleil va te tuer. Garde ton teint, valorise ton teint. Peut-être que tu es... Parce que, on va le voir le troisième principe, les circonstances dans lesquelles nous sommes sont fondamentales pour ce que nous sommes appelés à faire. Mais si on est toujours en train de fuir, c'est ça un problème. Donc, répondons bien à la question, qui suis-je? Qui suis-je? Moi, j'ai commencé à me présenter dès le début. C'est vrai que je ne peux pas présenter mon origine ethnique, mais j'en suis tout à fait fier. Principe numéro 3, le principe de la vision. Et ce que nous disons en énoncé, seuls les entrepreneurs visionnaires réussissent. Seuls les entrepreneurs visionnaires réussissent. Habakkuk, chapitre 2, verset 2, contient une merveilleuse formule, là où Dieu demande à quelqu'un, écris la vision, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment. Il y en a qui se lancent dans l'entrepreneuriat seulement parce qu'il a trouvé une opportunité, il se fait de l'argent, tout de suite. Ils n'ont aucune vision. Ils n'ont aucune vision. Ils saisissent les opportunités, c'est bien de saisir les opportunités. Mais avec les opportunités, il faut pouvoir développer des visions. La vision ici est entendue comme cette image d'un futur préférable, n'est-ce pas, qui produit la passion et qui est basée sur la bonne compréhension de Dieu, de soi et des circonstances. On revoit encore la notion de glorifier Dieu, la notion de connaître qui nous sommes et la notion des circonstances. Parce que le fait que nous soyons nés en Afrique, le fait que nous soyons nés au Cameroun et dans les différents villages dans lesquels nous sommes, et que nous avons grandi dans les villes dans lesquelles nous avons grandi, Samelima, Konsanga, Bafoussam, ainsi de suite, et que nous nous retrouvons à Yaoundé aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas de Yaoundé, c'est quelque chose d'important. C'est un background. C'est un background qui enrichit notre capacité à nous projeter. Et c'est une somme d'expériences qu'il faut valoriser. C'est pourquoi il faut pouvoir avoir des visions. La vision, c'est ce que vous voyez votre entreprise être et faire à l'avenir. Et pas seulement avec vous, mais sur plusieurs générations. Et il dit, grave la vision sur des tables. Pourquoi il faut la graver? Parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Parce que si vous oubliez la vision, vous perdez la direction. La vision, c'est la boussole. Vous pouvez être englué dans une somme d'activités, mais il faut toujours revenir et vous dire, c'est quoi même qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut être? Qu'est-ce qu'on veut faire? Ça vous permet de larguer des activités inutiles. Ça vous permet de focaliser vos investissements. Ça vous permet de saisir, de mieux discerner les choix d'opportunités, les partenariats que vous devez nouer afin de pouvoir atteindre la vision. Mais si vous n'avez pas de vision, vous êtes comme quelqu'un qui se lève un matin et qui fonctionne juste sur la base de ce qu'il voit devant lui. De chaque jour, quoi. On gère la caisse courante. Ce n'est pas ça un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est un rêveur. Un rêveur pragmatique, un visionnaire. Et les principes, la vision doit être suffisamment claire pour éviter toute confusion. La vision doit être suffisamment claire pour éviter toute confusion. Elle doit être suffisamment synthétique pour qu'on puisse la mémoriser. Il ne faut pas avoir une vision de 4 pages. Ce n'est plus une vision là-bas. Donc, un entrepreneur n'est même pas trop très loquace. Il dit des choses pointues, pertinentes. Il sait ce qu'il veut faire, il sait là où il va aller. Donc, la vision doit être suffisamment synthétique, n'est-ce pas, pour pouvoir être mémorisée. Et c'est un excellent outil de communication interne en entreprise. Ça permet de fédérer le client interne pour le personnel autour de certains buts. Donc, il faut pouvoir être un entrepreneur visionnaire pour réussir. Le quatrième principe, c'est le principe de la planification. Donc, le principe de la planification,
faire recours à notre projeté. On dit, l'énoncé dit quoi? Tout le monde peut lancer une entreprise, mais seul un gagnant peut élaborer une stratégie victorieuse. Les startups pleuvent la dior. Startup, CEO, chaque jour, ils en sortent. Tu crées un truc, CEO, regarde des visites, les ceci et les cela. On se voit au ciel sans avoir vécu sur la terre. Mais on n'a aucune stratégie. On se comprend. Les gens n'ont aucune stratégie. Or, il faut pouvoir élaborer une stratégie. Et une stratégie victorieuse. C'est ce qu'il appelle à notre sens. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir sentir l'intuition. L'intuition, l'intelligence. Ceux qui ne lisent pas la Bible, je pense qu'il y aura un problème d'handicap dans l'intelligence parce que c'est un formidable livre d'intelligence. Vous voyez tout ce qui en ressort depuis là. Et je pense qu'il faut pouvoir la lire et bien la lire pour récupérer toute la somme d'intelligence que Dieu a mis à disposition pour l'humanité. Ça évite de faire des amalgames. Donc, seul un leader. Alors, dans Josué, quand vous allez lire la Bible, vous allez tomber sur le 6e livre de la Bible, Josué, au chapitre 1, là, le chapitre 8, verset 1 à 29, vous allez trouver une bataille extraordinaire entre Josué et son armée et une armée qu'ils appelaient Haï. Alors, ils avaient déjà essuyé une première défaite contre ces gens. Donc, ils s'engagent à nouveau pour une bataille. Et c'est là qu'il faut faire l'équilibre entre la foi et la stratégie. Marcher par la foi ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de stratégie. Donc, je disais encore, les gens pensent que la foi c'est la justice, c'est faux. La foi, c'est cette confiance dans ce que Dieu me demande de faire. Et maintenant, il y a la sagesse qui va avec pour que j'élabore des plans pour atteindre mon objectif. Donc, lorsque Josué a fini de s'enquérir de la volonté de Dieu qui lui dit monte contre Haï, il peut avoir la foi. Il a la certitude que ça va bien se passer parce qu'il a l'aval de Dieu. Maintenant, il fait une stratégie. Il divise son camp en deux. Il fait une embuscade. Il y en a qui viennent de front et il y en a qui contournent la ville. Et ceux qui viennent de front essayent de faire sortir les soldats de l'autre et les autres aussi tombent dans le piège. Ils sortent à leur poursuite et pendant qu'ils sortent à leur poursuite, ils s'enfuient et ceux qui avaient pris l'embuscade vont et enflamment la ville. Et quand les soldats ennemis voient la fumée monter de leur ville, ils sentent qu'ils sont vaincus, ils perdent courage et ils se font encercler et anéantir. Donc c'est pour dire quoi? C'est un exemple de stratégie de combat pour juste montrer que lorsque vous lancez une entreprise, prenez suffisamment de temps pour élaborer une stratégie. Et ça passe par 9 points. Il faut prédéfinir les actions. Il faut avoir un plan d'action. Ça c'est le premier point. Ensuite, il faut définir les objectifs clairs. Ce qu'on a appelé l'objectif SMART. Mais on peut également dire SMARTER. Parce qu'il y a, après la notion de temporel, spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, défini dans le temps, évaluable, n'est-ce pas? Et réévaluable aussi. Parce qu'il faut pouvoir réajuster chaque fois ce qu'on a fait. Donc, maintenant, lorsqu'on a donc défini les objectifs, n'est-ce pas? Il faut pouvoir, le troisième point, c'est ajuster ses priorités. Très important. De pouvoir savoir quelles sont mes priorités d'investissement. Là maintenant j'ai le cash. J'investis d'abord sur quoi avant de faire sur quoi. Il faut pouvoir bien définir ces priorités. Et il faut pouvoir mobiliser le bon personnel. Si vous placez un personnel qualifié mais à la mauvaise place, et si vous utilisez un partenaire très bon mais dans le mauvais couloir, vous passez à côté. Donc lorsque vous avez fait ces 4 choses, les 5 dernières choses, c'est quoi? C'est donner un temps pour que les choses se mettent en place. Il faut se donner du temps, il faut prévoir ce temps-là pour que les choses, pour que la monnaie prenne. Sinon, on va se décourager. Et maintenant, il faut pouvoir
anticiper, être le premier à agir. Dans votre équipe, vous devez pouvoir montrer l'exemple. Agir en premier, n'est-ce pas? Et lorsque vous agissez en premier, attendez voir des problèmes. Planifiez les obstacles. Un plan qui ne planifie pas les obstacles est un mauvais plan. Parce que nous sommes dans un monde fait d'obstacles. Vous devez pouvoir imaginer même 2 ou 3 situations qui peuvent se produire, qui vous handicapent et prévoir et anticiper les solutions. Donc, planifiez les obstacles, mais pointez toujours vos succès. Concentrez-vous, focalisez-vous sur le succès, sur les résultats déjà obtenus. Et chaque jour, revoyez votre processus. C'est ça, les 9 clés de la planification. Vient le 5e principe, le principe de la compétence. Ah oui, on ne saura entreprendre et réussir si on est incompétent. Quelle que soit la bonne idée qu'on aurait, il faut pouvoir développer ses compétences. Qu'est-ce que l'énoncé nous dit simplement? Rechercher constamment l'excellence sans jamais cesser de s'améliorer. Parce que vous avez dit dans le Psaume 78, verset 72, vous verrez un jeune homme qu'on appelle David, dont il est dit qu'il a conduit son peuple avec intégrité de cœur et avec efficacité, avec, comment on dit ça, avec ses aptitudes, n'est-ce pas? En anglais on dit skillfulness. Donc il a conduit le peuple vraiment de manière adéquate, avec, comment on dit ça, dextérité, brillance. Voilà. Donc c'est important d'être compétent dans ce qu'on veut faire. C'est important. Et ça demande du travail, beaucoup d'heures de travail. Ça demande de l'investissement. Ça demande de pouvoir avoir une certaine discipline. Et ce n'est pas facile. L'entrepreneur doit payer le prix. L'entrepreneur qui refuse de payer le prix, qui refuse de sacrifier les mariages le samedi pour venir se faire former, aura des difficultés. Parce qu'il y a certaines choses que vous devez pouvoir avoir, la formation continue, l'accompagnement nécessaire pour développer tout votre potentiel, toutes vos compétences, afin d'être bon dans votre domaine. Excellent. 5 étoiles, validé. La qualité assurée, la disponibilité là, les clients vous envoient la monnaie. Donc, le principe de la compétence, c'est le 5e sur les 8. Le 6e, c'est le principe des faibles commencements. Ah oui. Qu'est-ce que le principe dit? Pense grand, commence petit, commence maintenant. Ah oui. Il y en a qui pensent que pour réaliser certaines choses, il faut qu'ils aient tout le financement, il faut qu'ils aient tout l'argent, il faut qu'ils aient ceci, il faut qu'ils aient cela, il faut. Et ils sont toujours assis dans leur canapé en train de dire, quand j'aurai ça, je vais faire mal. Tu ne vas jamais faire mal, parce que tu n'auras jamais tout ça. Tu n'auras jamais tout ça. Il faut que tu commences. Vends d'abord ta montre et tu commences à faire. Vends d'abord ton smartphone et tu commences à faire. Tu es là, tu vas entreprendre, tu as le gros smartphone de 100 000. Parce que ça filme véritablement les gars. Mon frère, tu filmes quoi? Tu n'as pas encore réussi. Tu filmes quoi? Vends d'abord ça, tu charbonnes. Et along the way, les choses vont venir. Parfois, on peut entreprendre. Tu viens me voir, tu dis, veux le financement, on regarde ton téléphone, on regarde ta chaussure, on regarde ta voiture. Tu te crois pas à combien? Après, tu dis que tu n'as pas le financement. Utilise ce que tu as. Utilise ce que tu as. Tu as les bijoux partout, surtout, on ne sait même pas. Si tu es mannequin, et tout. Utilise ce que tu as. Engage-toi, n'est-ce pas? C'est le faible commencement. Et dis-toi bien que c'est quand tu vas commencer, tu vas pouvoir voir et progresser et grandir et atteindre ton objectif.
Donc pense grand, commence petit et commence maintenant. Quand vous avez lu, toujours dans la Bible, que j'aime beaucoup, le livre des Juges, verset 14, on rencontre un jeune homme qu'on appelle Gédéon. Alors, c'est Dieu qui dit à ce gars, va avec la force que tu as. Dieu lui donne une mission et il lui dit, va avec la force que tu as. C'est la même chose. Tu as un projet, tu vas entreprendre. Qu'est-ce que tu as dans la main? Va avec la force que tu as. Personne d'entre nous n'est sans ressources, personne d'entre nous n'est sans repère. Donc, va avec la force que tu as. Et vous savez ce que lui répond? Il dit, ma famille est la plus pauvre en Manassé. Et je suis le plus petit de la maison de mon père. Vous voyez les limites? Oh, ils sont pauvres. Je n'ai même pas. Et ceci, même ceci. Oh, là où j'habite, on a mis à des trucs partout. Tu vas entreprendre comment? Non. Ne regarde pas les obstacles seulement, mais regarde qu'est-ce que tu peux faire, n'est-ce pas, qui commence à te mettre sur cette perspective-là. Commence petit. Peut-être tu veux faire, je ne sais pas, mais tu peux commencer devant ta porte. Mais tu peux commencer quelque chose, tu peux faire quelque chose. Donc, le principe des faibles commencements est très important. Ne néglige pas. Nous tirons au principe numéro 7 qui est le principe de l'intégrité. Très important. À ça, beaucoup de gens veulent passer outre. La filouterie a gagné le milieu. Mais nous disons simplement que les gens vous respectent et nous des partenariats avec vous sur la base de votre intégrité. Lorsque vous voulez bâtir une affaire durable, démontrer, poser les fondations solides qui garantissent le respect, qui garantissent l'implication des autres sur la base de l'intégrité. Dans Michée, chapitre 6, verset 8, c'est Dieu qui dit quoi? On t'a fait connaître, homme, ce qui est bien. Ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est important de comprendre l'aspect humblement parce que lorsque vous faites l'intégrité, lorsque vous êtes intègre, il peut arriver que les résultats ne soient pas très flamboyants dès le départ. Ça demande une certaine humilité. Vous savez que vous avez la compétence, vous savez que vous pouvez faire beaucoup de choses. Mais à cause de votre intégrité, vous choisissez un chemin qui vous fait prendre beaucoup plus de temps pour arriver à la destination. Ça demande une certaine humilité. C'est pour ça qu'il dit que tu marches humblement avec ton Dieu. Et c'est important de comprendre que ce n'est pas parce que je ne peux pas le faire, mais c'est parce que ce n'est pas bon de le faire. Et ce n'est même pas profitable de le faire. Et je préfère marcher humblement avec mon Dieu que de me compromettre brillamment et avoir un semblant de succès. Parce que mon but, c'est de glorifier Dieu. Et toutes les valeurs de mon affaire sont issues de ce but. Faire la gloire de Dieu. Et le dernier principe que nous allons évoquer rapidement, parmi les lois fondamentales de l'entrepreneur éternellement prospère, c'est le principe de l'héritage. Et là, c'est le fiasco en Afrique. Dès que le gars meurt, l'affaire est finie. Observez toutes les boîtes là, et c'était un supermarché là, un peu connu. Quand le promoteur était mort, l'affaire est devenue des petits fantômes quoi. Je suis entré dans un truc comme ça l'autre jour à mon colo, je cherchais de l'eau, je demande aux gens où est-ce qu'on entre eux, mais ils disent qu'ils ne savent pas, ils travaillent là. Je ne sais pas. Moi je sais. Tu travailles là, tu es là, tu fais donc quoi là? On sent que quelque chose est parti. Et beaucoup de personnes oublient ça. Mais retenons que le succès se mesure à la faculté de laisser une succession et un successeur. Avant d'entreprendre votre affaire, pensez bien à cela. Qu'est-ce que je vais laisser et qui je vais laisser qui va continuer à faire? Ne travaillez pas de manière qu'après vous c'est le déluge. Dès que vous mourrez là, on ne sait même plus le dossier était. Travaillez toujours de manière à ce que même si vous mourrez, quelqu'un d'autre peut venir et continuer parce que les choses sont tellement claires. Les choses sont tellement claires, les plans sont là, n'est-ce pas?
Les plans sont là, les stratégies sont écrites. Il n'y a pas dans votre tête. Apprenez à définir les choses dans votre tête seulement. Écrivez aussi. Les entrepreneurs qui ont tout dans la tête, ils ne communiquent pas. Lui seul, il sait où il va. Le personnel même ne sait même pas. Les gens, personne ne sait où tu vas. C'est vrai, c'est dans ta tête. Mais communique aussi. Écris. Mets les choses de manière disponible. Fais une certaine visibilité, une certaine transparence qui garantit que, après toi, même tes enfants pourront continuer. Même ta femme peut continuer. Même tes frères peuvent continuer. Comme Kadji. Oui. Je ne sais pas s'il avait beaucoup écrit, mais je ne sais pas. Mais peut-être, si on voit ça continuer, ça va. C'est ça. Il faut pouvoir le faire. Et c'est là que c'est très important de choisir les personnes avec qui on s'entoure. Ici, il y a la notion de team spirit, team building, construction d'équipe. Comment je construis mon équipe? Avec qui est-ce que je m'entoure? Et c'est là, c'est important. Il faut retenir qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a les personnes que je vais travailler avec elles, n'est-ce pas? Je vais investir sur elles, mais c'est qu'elles vont partir. Ce ne seront pas les personnes avec qui on va durer éternellement, elles vont partir. Il y a des personnes avec qui je vais bosser et qui vont rester dans la structure sur la durée. Et parmi ces personnes-là, il y a la 3e catégorie, celle à qui je vais léguer le business. Et il faut pouvoir former ces 3 catégories de personnes-là, être conscient dans mon personnel, dans mon équipe, qui sont ceux que je sais qui vont partir, qui sont ceux dont je sais qui vont rester, et qui sont ceux à qui je veux léguer l'affaire. Et ça fait appel à la notion de sphère, n'est-ce pas? Il y a des personnes qu'on doit inclure dans son environnement de plus en plus proche, afin qu'elles aient les clés pour continuer, pendant que les autres sont gardés à cette distance, et ainsi de suite. Il faut pouvoir savoir ça. Chacun de ces principes, et il y en a d'autres, fait l'objet de toute une formation. Parce que il ne s'agit pas, aujourd'hui c'est un peu informatif, mais nous avons également des activités de formation. Parce qu'informer c'est bien, mais il faut également former, apprendre à faire, accompagner. Donc dans notre travail, nous avons également cette mission-là. Et observons ce que Paul dit ici à son ami Timothée. Il dit: et ce que tu as reçu de moi, confie-le à des hommes fidèles qui pourront l'enseigner aussi à d'autres après. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a des entreprises qui ont été créées depuis 200 ans et qui fonctionnent toujours. Vous pensez que c'est pourquoi? C'est justement parce que les gens ont compris ça. Mais en Afrique, ici, les entreprises meurent avec leurs promoteurs. Dès que l'entrepreneur est mort, le business est mort. On a un peur qu'il meurt, on prie pour lui. Si les malades, on se dit que chacun cherche à demander d'emploi ailleurs. Parce qu'on sait que si le père s'il meurt, on est foutu tous. Parce qu'on ne sait même pas ce qu'il. La structure d'abord fonctionne bizarrement. Parce qu'aucun principe de management n'est clair. On ne sait même pas. Donc, un entrepreneur qui veut être prospère, n'oublions pas qu'on a défini l'efficacité comme quoi? Garantir le résultat sur la durée, 100% humilité. On doit pouvoir se souvenir de vous 200 ans après et dire que c'est lui qui avait créé l'entreprise ici. Il y a 200 ans. Il faut passer le relais. Il faut prévoir la passation du relais. La mort est un événement certain. On va tous mourir. N'ayez pas peur de la mort. Prévoyez seulement ce qui va se passer après votre mort. Il ne faut pas voir la mort comme quelque chose de... C'est un événement certain. La probabilité c'est 1. On va tous mourir. Il faut juste prévoir la bonne passation du relais. Voilà. Terminus. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à destination. Vous pouvez chercher vos ceintures, vous assurer pour vos sacs
sont à côté de vous, que votre voisin n'a pas bougé, vérifiez tous vos affaires. Et un jour comme celui-ci, il y a quelques années de cela, Jésus avait rassemblé une série de personnes à qui j'avais dit beaucoup de bonnes choses qui semblaient intéressantes. Et je vais lui emprunter sa formule de fin. Il leur a dit, vous êtes heureux si vous savez ces choses, pour vous que vous les notiez. Merci pour votre aimable attention. Il nous reste techniquement 5 minutes avant 19h. Votre temps étant très précieux. Peut-être qu'on va permettre une ou deux questions. Mais j'aimerais également que pour moi, vous me rendiez un service, c'est que vous me renseignez ces petites fiches, non, ici, ça, hein? Non, derrière, voilà. Que vous puissiez me renseigner cette petite fiche-là et que vous la déposez avant de partir. Donc, question, on prend 2 ou 3 questions pour les 5 minutes avant de se séparer. Oui, question. La question va directement à l'égard de votre personne. J'aimerais savoir, parce que je sais que d'habitude, la bibliothèque, ce n'est pas trop dans la tête des Africains, peut-être des Camerounais. Parce que même en fac, la bibliothèque est disponible, mais je n'ai pas encore eu peut-être la chance de fréquenter. Je ne sais pas ce qui vous a motivé à mettre sur pied, quelle a été votre motivation à mettre sur pied une telle entreprise, et comment est-ce que vous avez pu rassembler les ressources? Même la bibliothèque. Bon, déjà, la bibliothèque n'est pas mon entreprise personnelle. C'est l'entreprise d'une gentille dame qui n'est pas là aujourd'hui. Contre sa volonté, elle aurait beaucoup aimé être là. Mais elle a eu cette idée, comme ça a été présenté au début, avec une vision d'éduquer, d'évangéliser et de permettre aux gens de pouvoir faire des recherches et avoir certaines informations. Donc, et les ressources, elle a pris dans sa poche. C'est une dame très travailleuse et qui a travaillé pendant beaucoup d'années pour avoir un peu de ressources qu'elle a pu avoir. Mais elle a fait beaucoup de sacrifices, n'est-ce pas? Parce qu'aujourd'hui, regarde l'espace dans lequel nous sommes, sa vision est beaucoup plus grande que ça. Mais elle est dans le principe des faibles commencements. C'est-à-dire qu'avec ce qu'elle avait sous la main, elle a décidé de commencer et elle s'est beaucoup investie. Donc vous verrez tout l'investissement qu'elle a essayé de faire pour donner à ce lieu une certaine résonance. Donc c'est sa vision à elle. C'est sa vision à elle. Donc je ne sais pas si je réponds à la question. Voilà. Merci. Il y a une question, madame? Moi, je vais dans le sens de si par exemple, tu es une personne, tu as des bonnes idées, des bons projets, mais tu ne veux pas travailler dessus, donc tu veux juste avoir juste une idée de là, donc tu as tout le plan, tu as la vision, mais tu ne veux pas travailler, donc tu veux juste avoir l'idée détaillée et remettre à une personne, donc voilà, dans sa compte. En fait, tu ne veux pas être vu, quoi. Tu veux être juste caché, mais tu as fait le travail pour ça, c'est aussi pour la société, c'est aussi un entreprendre c'est la paresse. Bon, je ne sais pas, on ne peut pas parler de paresse. Je pense que si on veut juste vendre, il y a des vendeurs d'affaires, hein. On peut monter les affaires dans le cadre de les vendre. Ceux qui veulent bien s'engager, on peut aussi être investisseur, c'est-à-dire que j'ai une affaire, je mets quelqu'un comme interface, mais j'investis et je mets quelqu'un qui est capable de gérer. C'est une forme d'entrepreneuriat, on ne va pas maîtriser cela. Mais les principes doivent être respectés. Les principes que nous avons vus, la fondation doit être posée et les principes doivent être respectés. Et on doit se rassurer que c'est en train de marcher dans la bonne direction.
Une autre préoccupation. Voilà. Oui. Merci beaucoup pour cette présentation. Nous qui sommes